1 heure combien? 15. Putain, c'est même pas 1 heure et demie, c'est ultra long. Hein, C'est long, et en plus, moi je pose des questions, ça va. c'est Mais toi, bien, hein c'est pire. Oh, c'est dur les questions en réalité. Hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Escadrille. Aujourd'hui, on lance un nouveau concept, les voltigeurs, et le premier invité pour nous, c'est Babacar. Babacar, je te laisse te présenter à notre communauté. Bonjour, Babacar Wade, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur ici sur la ville de Toulouse. Je suis natif de cette ville, j'aime beaucoup cette ville. Et effectivement, j'ai entrepris dans un secteur qui m'était à la base pas destiné, qui est celui de l'agroalimentaire, Ouais. où, comme on le verra par la suite, j'ai développé une solution qui est assez disruptive, on va dire, sur le marché des traiteurs. Ok. Comment est-ce qu'on s'est connus peut-être? Et comment est-ce qu'on est arrivé sur ce canapé? Bon, Escadrille, vous le savez, c'est une junior entreprise. Et moi, j'ai rencontré Babacar déjà par les anciens qui m'ont fait passer son contact. Donc, je savais déjà qui il était, ce qu'il faisait. Mais aussi parce qu'on est tous les deux, avec nos structures respectives, adhérents au MEDEF et au COMEX 40. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé déjà à arriver jusqu'au COMEX 40, au MEDEF? Pourquoi? Ouais, alors c'est vrai qu'avec le temps, on ne prend pas conscience de pourquoi on fait certaines choses. Ouais. Et aujourd'hui, en prenant un peu de recul, on se rend compte que ce qu'on est naturellement et la manière dont on a été élevé et éduqué influe sur plein de choses. Ouais. Donc de base, moi j'ai toujours été quelqu'un d'un peu engagé sur toutes les démarches que j'entreprenais. Ouais. Donc j'ai eu une période de ma vie qui est un tout petit peu moins forte aujourd'hui, qui était celui d'un danseur, voilà, par passion, à côté de mes études, à côté de plein de choses. J'ai fait énormément de breakdance à l'échelle européenne même. J'ai voyagé dans plein de pays. Je fais ça avec une intensité particulière et de manière aussi un peu engagée, avec une approche conservatrice, un peu de puriste aussi. Okay. J'ai envie de dire, on appelle ça comme ça dans le milieu. Et derrière, en ayant cette approche-là, j'ai automatiquement développé un certain engagement et un certain sens sur tout ce que je faisais. Okay. Donc ces choses-là m'ont amené à être moi, en toutes circonstances, dans le domaine professionnel, privé, amical, festif, et dans tout type de sphère sociale. Okay. Et donc, lorsqu'on grandit comme ça, on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent dans certains environnements-là, et il y a des structures qui sont dédiées à ça, qui permettent de les défendre et qui permettent de soutenir avec un intérêt commun pas mal de démarches. Et il se trouve que le MEDEF t'a trouvé cette démarche-là de défendre certains aspects de la société qui te tenaient à cœur. Exactement, notamment sur des sujets de formation, sur des sujets d'éducation, Ouais. sur des sujets de RSE, de jeunesse, des choses Ok. qui nous sont chères. Et c'est comme ça que du coup j'ai été capté par Stéphane Carsenac, qui est aujourd'hui Ouais. le président du COMEX 40, qui est en fait le bureau exécutif des jeunes entrepreneurs du MEDEF, Haute-Garonne. On est là un peu pour déployer sur le terrain des solutions qui sont réfléchies par le MEDEF en lui-même. Et on est aussi un peu là à titiller du coup le bureau du COMEX 40 sur des solutions nouvelles, sur des avis différents, pour derrière apporter plus de matière pour les entreprises du territoire, avec un engagement qui est fort et qui est concret et qui est réel sur le terrain pour chacun. Ouais, c'est sûr. Moi, je l'ai vu rapidement. Moi, je t'ai appris à te connaître sur le terrain du MEDEF, premièrement, en tant que personne. Et avec ça, j'ai aussi découvert ton entreprise que tu as créée. Est-ce que tu as, je sais pas, d'où c'est venu cette idée de travailler dans le monde des traiteurs et essayer de peut-être révolutionner, porter ta patte, ton empreinte dans ce domaine-là? Quel est le concept en soi? Le concept, il est simple. Il est de base déjà pas prévu. En étant installé au Grand Marché de Toulouse, qui est l'équivalent finalement du Rungis à Paris, on appelle ici le Mine, qui est pas loin d'ici finalement, il est à 5 minutes d'ici en voiture. J'ai fait la rencontre d'énormément d'acteurs. Donc il y avait énormément d'acteurs, il y avait des écoles de cuisine, des startups, des spécialistes de poivre, de chanvre, des panières en cuir végétal, des vélos smoothies, des laboratoires de traiteurs. Il y avait énormément de choses, même des fermes verticales. Il y a énormément de startups qui sont installées au Grand Marché et qui font leur métier avec passion et avec une rigueur forte, avec un ancrage du coup local qui est de base accepté et soutenu par le territoire, par l'écosystème global. Donc quand je suis arrivé là-bas, en ayant vu cette richesse-là et en ayant stimulé, on va dire, un écosystème qui est celui de la pépinière alimentaire, en fait, un espace de coworking, où j'y avais organisé pas mal de showrooms, des tables rondes, pour faire découvrir finalement toute cette richesse qui était cultivée dans ce périmètre-là. J'ai pu me projeter sur une offre traiteur qui, en fédérant chacun, permettait de répondre à un besoin qui est réel, celui d'avoir un plus de sens sur les événements professionnels, plus de contact humain et une responsabilité qui est plus forte, on va dire, de ce qui est déjà déployé aujourd'hui pour les entreprises sur les offres
traiteur, entre guillemets. D'accord. Et en soi, en quoi est-ce que tu te distingues, toi, avec ton entreprise aujourd'hui, des autres, de tes concurrents, en fait? Quelle est vraiment la patte Babacar là-dedans? La patte Babacar, j'ai envie de dire que c'est, pour pas dire que les autres ne le sont pas, ça va peut-être être, le côté fédérateur, Ouais. l'esprit collectif, sur le fait qu'il y ait un marché et que le jour se lève aussi réellement pour tout le monde, Ouais. avec toujours ce côté engagé qui est que les choses peuvent exister sous de différentes formes et portées par de différentes personnes. C'est un peu ça, on va dire, l'origine et l'essence même de cette initiative-là, on va dire. D'accord. Tu as ce côté aussi dans ton entreprise un petit peu RSE, circuit court. Aujourd'hui, comment tu défends ça sans, vraiment pour accompagner à la fois la RSE, mais aussi le développement de l'entreprise en termes de croissance? Comment tu combines les deux? Totalement. En fait, de base, j'ai pas été quelqu'un qui a été focus sur l'aspect RSE de ma démarche. Ok. C'était surtout ancré sur une personnalité qui m'était propre et des engagements qui m'étaient propres, qui étaient de faire en sorte que chacun de nous puisse découvrir un marché qui ne lui est pas forcément dédié. Ouais. C'est ce que j'ai fait dans mes premières entreprises, notamment avec le secteur de la boucherie, où Ouais. j'avais créé une plateforme qui référençait plein de boucheries et plein de producteurs pour livrer les particuliers sur des produits assez bien pensés, bien réfléchis, à des produits responsables. Donc il y avait toute une démarche de labellisation, tout un cahier des charges qui était à respecter pour intégrer cette plateforme-là. Et en étant du coup installé au grand marché, j'ai dupliqué, on va dire, ce schéma-là dans le milieu du traiteur. Moi, j'ai une question, c'est drôle parce que là, je me rends compte de ça. Moi, j'ai été boucher. En tant que saisonnier, j'ai fait des saisons en boucherie. Aujourd'hui, tes produits sont tournés pas seulement sur la boucherie, tu as une diversité de produits. Est-ce que tu as des produits phares, je sais pas, que tu travailles sur lesquels tu as vraiment une attention particulière ou tu veux plutôt viser une sorte être un traiteur assez, avec plusieurs cultures, plusieurs types de produits? Quelle est ta vision là-dessus sur tes produits? C'est vrai que ce que je peux rajouter par rapport à la particularité de ma position et de mon offre, ça a été dans un premier temps de rassembler les acteurs qui construisent les produits-là et qui produisent ces produits-là, et pas non plus uniquement mettre en lumière les produits en eux-mêmes. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché sur tout ce qui est relations sociales, relations humaines, respect de l'autre, considération de l'autre, diversité, inclusion. Je suis très ancré sur ces sujets-là. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai souhaité fédérer les personnes, quoi, et la nature des personnes en elles-mêmes. Je peux citer, par exemple, un exemple de produit phare, et donc, du coup, d'acteur phare qui m'accompagne énormément, c'est cette démarche, qui est en fait Éric Fabre, qui est un meilleur ouvrier de France, primeur, très engagé aussi. Il est prof au CFA de Blagnac. Il est également président de la Fédération des primeurs à l'échelle nationale. Donc, c'est quelqu'un d'ultra investi et qui a une passion forte pour son métier. Et c'est en rencontrant des personnes comme celle-ci qu'on est amené du coup à faire des choses qui n'étaient à la base pas prévues dans son plan de carrière professionnel. Ouais, là, tu parles des rencontres, pour moi, c'est important. On parle souvent d'écosystème et l'importance d'avoir un réseau. Aujourd'hui, comment tu t'es créé ce réseau depuis que tu as commencé à penser à l'entrepreneuriat et comment est-ce que tu cherches à le consolider? C'est vrai qu'au départ, lorsqu'on entreprend, après 7 années de salariat, on se rend compte que finalement, c'est notre personnalité qui guide toutes nos décisions au final. Ouais. Et en se laissant guider par notre personnalité, on rencontre des gens qui sont plus ou moins moteurs de notre développement personnel. Ouais. Donc en tendant bien l'oreille, en étant bien à l'écoute de ce qui est le mieux pour sa entreprise, on se rend compte qu'il y a des structures qui existent, des réseaux, des syndicats patronales. Il y a énormément de choses qui sont là finalement pour nous accompagner sur notre démarche entrepreneuriale. Il y a notamment TBS Seeds, dont je suis alumni finalement, qui accompagne aussi et qui permet d'être mis en lumière au travers de la sphère entrepreneuriale. Donc très vite, lorsqu'on entreprend, on fait des bons choix, on fait des mauvais choix, on échange avec les gens, on est amené à témoigner, comme c'est le cas aujourd'hui. Et automatiquement, on se rend compte que connaître les personnes et creuser avec ces personnes-là, ça permet d'avoir plus de matière à réflexion pour aussi derrière faire les meilleurs choix pour sa société. Donc on se rend compte de ça avec le temps et on ne le choisit pas. Au final, lorsqu'on a une personnalité qui est ouverte, forcément on attire plus de monde autour de soi finalement. Et c'est comme ça qu'on arrive à grandir et à se rendre compte finalement qu'il n'y a que les interactions humaines qui font la réalité des choses. Est-ce que tu penses que ton histoire, là tu parles des interactions humaines, est-ce que tu penses que ton histoire depuis que tu es jeune, aujourd'hui te pousse à avoir plus d'interactions et être, comme tu dis, un petit peu fédérateur
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es devenu un petit peu le Babacar d'aujourd'hui, fédérateur qui arrive à rassembler des gens sur la Pépinière ou sur d'autres endroits comme ça? Qu'est-ce qui a fait ça? J'ai l'impression que c'est mon milieu social. J'ai grandi dans un quartier ici sur Toulouse. Et c'est vrai que lorsqu'on grandit dans un quartier, très vite, l'environnement extérieur à celui de la famille, ça devient du coup ses amis avec qui on partage énormément de choses à l'extérieur. On vit la moitié de notre temps dehors, la moitié de notre temps à la maison. Et donc du coup, les amis, ça a une valeur qui est quand même bien particulière dans un quartier. C'est aussi le cas dans plein d'autres endroits. Et on se rend compte que c'est qu'ensemble, finalement, qu'on arrive à avancer de la meilleure des façons, quoi. C'est en s'entraidant, quoi. Donc déjà, j'ai baigné un tout petit peu dans ce milieu-là, avec du coup une culture sénégalaise qui est sur la teranga, l'accueil, le collectif. Une culture hip-hop aussi qui, lorsqu'elle est pratiquée avec conviction et avec, sur une certaine durée, on y découvre énormément de valeurs au final, quoi. Et ces valeurs-là font que être en collectif permet de s'affirmer personnellement de la meilleure des manières. Et je pense que c'est ce qui a déteint dans mon environnement professionnel. Le Babacar de quartier, du milieu hip-hop, du Sénégal, je pense que c'est ce cocktail-là derrière finalement qui a construit la personne que j'étais aujourd'hui, que je déploie dans tout secteur, quoi, pro, perso. Moi, j'ai une question qui suit avec ça, c'est le Babacar, quand il était jeune, il était comment? C'était quel genre de jeune? C'est un jeune, je pense, qui se posait pas trop de questions sur lui-même, Ok. parce que c'est dans notre culture et dans notre éducation, on nous demande pas forcément notre avis sur beaucoup de choses, et on prend aussi pas le temps de se questionner sur ce qu'on est et qui on est. On prend peut-être conscience du miroir, enfin de celui qu'on est par rapport au miroir dans ce qu'on nous projette. Donc j'ai été confronté à tout type de choses qui étaient plus ou moins pertinentes, plus ou moins marquantes pour moi. Je ne suis pas sûr que ça m'ait tant marqué que ça, sur des sujets de discrimination, sur des sujets d'égalité, de diversité. On fait face quotidiennement en fait à ce rapport lorsqu'on discute avec les gens, lorsqu'on croise les gens. Je pense que c'est ça qui m'a forgé. Je ne sais pas si c'est le mot forgé, mais je pense que c'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est d'avoir baigné dans un environnement qui était tout le temps dans le challenge, dans l'analyse et dans l'acceptation de l'autre. Ok, ouais. Ouais. Toujours dans cette idée-là. Ouais. Ouais. Ton parcours au niveau scolaire, universitaire, il est comment? Enfin, moi, il me semble que à la base, tu es ingénieur. Ouais. Tu es passé par quelle école? Qu'est-ce que tu as fait, ton parcours? C'est vrai qu'encore une fois, c'est les conséquences d'une éducation qui est un peu stricte. Ouais. Nous, c'était à la maison, c'était les études avant tout. Ok. Donc forcément, mes parents ont tout fait pour me pousser plus loin dans les études. Donc j'ai fait un parcours scientifique. Ouais. J'ai fait du coup un bac S qui en suivant a impliqué où j'ai intégré du coup une école d'ingénieurs qui est à Brest, qui s'appelle l'École nationale d'ingénieurs de Brest. C'est le réseau ENI en fait. Ok. On en a une aussi à Tarbes. Je suis monté à Brest du coup pendant 5 ans. Ça m'a permis de me focaliser sur mes études, où j'y ai fait du coup un diplôme mécatronique que j'ai eu en 2012. Du coup, je suis tout de suite redescendu sur Toulouse pour bosser dans l'aéronautique pendant 7 ans chez un gros cabinet de conseil. J'ai fait 3 ans en conseil chez Airbus et les 4 dernières années, j'étais en interne auprès de la direction où j'ai mené plein d'opérations transverses, où j'étais acheteur, où j'étais sur de la conduite de changement, sur de l'excellence opérationnelle, sur des déploiements de nouveaux outils pour mieux gérer la sous-traitance. L'idée, c'était de mettre à contribution dans un environnement de direction administratif les compétences que j'avais en tant qu'ingé. Et en ayant évolué dans un milieu qui n'était pas forcément de base le mien, l'administratif, la direction d'entreprise, ce n'était pas forcément ce qu'on nous est amené à être formés en école d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité du coup de reprendre mes études grâce à mon ancien employeur, à TBS justement, où j'y ai fait du coup l'executive MBA en transformation digitale. C'était un chouette programme, ça m'a énormément changé. J'étais le plus jeune de la promo, j'avais 30 ans à l'époque, ouais, j'étais plus jeune. C'était un parcours ultra riche, ça m'a énormément changé. Ça a changé la façon dont je regardais le monde, la façon dont j'analysais les choses, les objets, les technologies. Et ça m'a transformé. Et en me transformant, j'ai été amené à ne plus pouvoir évoluer dans le même environnement dans lequel j'étais. Et du coup, j'ai décidé d'entreprendre pour être totalement en phase avec ce qui me correspondait. Alors, donc là, en fait, si je comprends bien, on est d'accord, le déclic, il passe quand tu passes à TBS, en fait, il y a un petit déclic, tu te dis, en fait, je suis un profil ingénieur, je travaille pour des boîtes d'aéronautique comme Airbus, mais demain, il y a quelque chose qui s'ouvre à moi, c'est l'entrepreneuriat, et c'est là où il se fait le déclic, c'est à TBS.
Le déclic, il a toujours été à l'intérieur de ma tête, Ouais. mais il s'était jamais réellement affirmé. En 2012-2013, dès la première année d'embauche auprès de ce cabinet de conseil, j'ai tout de suite fédéré 2 collaborateurs qui étaient autour de moi pour essayer de réfléchir à des nouvelles solutions pour trouver des stationnements intelligents, des places de parking intelligents avec une appli. Donc on avait remporté déjà quelques concours. Donc il y avait déjà cette petite graine entrepreneuriale en fait qui est là depuis l'enfance, mais qui voit le jour petit à petit. J'ai mon père qui était entrepreneur, ma mère aussi, j'ai tous mes frères qui sont entrepreneurs. Donc forcément, il y a quand même une petite graine entrepreneuriale qui est dans son inconscient et qui voit le jour au bon moment. Ou en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'elle puisse voir le jour dans le meilleur des conditions, quoi. Pour toi, c'est quoi le bon entrepreneur? Parce que là, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui vont nous écouter sûrement. Il y en a plein, dont moi par exemple, moi je suis attiré par l'entrepreneuriat globalement. Quel conseil tu pourrais me donner à moi pour être le bon entrepreneur de demain? Franchement, je vais essayer de résumer ça en quelques mots parce que c'est ultra compliqué d'avoir une définition claire de ce que c'est un bon entrepreneur. En tout cas, moi, ce qui m'a servi, ça a été l'écoute, avoir une forte capacité d'écoute sur les retours qu'on peut avoir et de ce qui peut être dit aussi, avoir une capacité d'analyse de ce qu'on peut digérer en termes d'informations et la vitesse à laquelle on peut passer à l'action. Franchement, ça a été peut-être ces 3 mots-là. Ça a été l'écoute, l'analyse et le passage à l'action. C'est ça qui fait les différences, les réussites, les échecs. Ensuite, on y apprend. Pour moi, ça a été essentiellement ça. Écoute, réflexion, action. D'ailleurs, tu parlais de ton passage dans le breakdance, dans la danse. Tu es allé en Europe, tu as fait pas mal de voyages grâce à la danse et tout, tu as pu voyager. En quoi cette période-là de ta vie donc dans la danse t'a permis aujourd'hui d'être l'entrepreneur d'aujourd'hui qui est, par exemple, comme tu disais, à l'écoute, capacité d'analyse et avec une certaine efficience? Parce que c'est quasiment le même parallèle. L'entrepreneuriat et la pratique que je faisais de la discipline du breakdance, c'est à peu près la même chose. On est tous en quête d'une reconnaissance, d'une identité, dans le milieu culturel en tout cas, d'une différenciation, d'une approche différente, d'un style, d'un flow, d'un respect à l'histoire, d'une projection, d'une contribution au développement des choses. Et pas simplement une consommation des choses. Ça a été un peu ça, côté artistique que j'ai déployé au niveau entreprise. Le fait de réussir à être constamment le même dans toutes circonstances, c'est ce qui, je pense, fait ma singularité un tout petit peu dans un milieu qui est peut-être plus normé aujourd'hui sur les personnalités. Pour revenir sur ton entreprise, est-ce que c'était la première boîte que tu montais ou tu en as monté avant et tu as eu des échecs? En vrai, c'est pas ma première boîte, les bons buffets. La première boîte, ça avait été la Coterie Française. Donc c'était cette place de marché qui référençait plein de bouchers, plein de producteurs pour livrer les particuliers à domicile. C'était une appli. Je m'étais fait violence, hein. C'était moi qui avais développé l'appli de A à Z, le site web, le démarchage en extérieur, la consolidation du besoin, le business plan, le plan marketing, la gestion de la trésorerie en live sans les bons outils qui vont bien, sans le CRM qui va bien. Franchement, c'était chaud. J'ai essayé de faire au mieux, mais franchement, je me suis quand même bien débrouillé seul sur cette solution-là. J'ai pas été facilité par l'arrivée du Covid, parce que c'était quand même du B2C ce que je déployais, mais pour grandir réellement, il faut quand même se lancer dans un schéma de levée de fonds quand même très rapidement sur du digital, sur du B2C. Donc j'avais eu l'idée de toucher les restaurateurs. J'avais commencé à travailler avec quelques restaurateurs et malheureusement, le Covid a fait qu'ils ont été fermés. Et quand ils ont été fermés, du coup, j'ai dû me repositionner différemment. Au départ, j'ai attendu que le Covid se lève. Finalement, le Covid, il s'est levé au bout de 2 ans. Donc j'ai été amené, on va dire, à déployer de nouvelles solutions, notamment un QR code qui affiche l'origine des produits dans les restos et les hôtels, avant de déployer les bons buffets, encore une fois, par opportunité et par hasard. Ok, ouais, là vraiment c'est une opportunité que tu as pu saisir sur le moment. En quoi donc ta première entreprise, ça t'a servi aujourd'hui à faire de ton entreprise donc des bons buffets, une réussite? Je sais pas si c'est ma première entreprise qui a fait que cette entreprise dernière, là, les bons buffets, soit une réussite aujourd'hui. Je sais pas si c'est cette première entreprise-là. J'y ai appris beaucoup de choses. J'ai plus appris de l'expérience des autres. En vrai, c'est comme si c'était une première entreprise encore, les bons buffets. Je suis encore ultra jeune comparé à tous les gens qui m'entourent et qui sont totalement déployés dans leur activité. Donc, j'ai 35. 35 ans. Ouais. Mais très jeune dans l'entrepreneuriat au final, quoi. Donc j'ai quand même l'impression que c'est ma première boîte. Okay. Le recul que j'ai, c'est que c'est un tout petit peu moins le bébé qui me tenait à cœur comme quand c'était ma première boîte. Là, j'ai réellement l'impression que c'est quelque chose que je peux transmettre et que j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il y ait plein de monde qui me rejoignent pour derrière transmettre tout ce que cette entreprise-là a pu m'apporter. J'ai qu'une seule envie, c'est que tout le monde puisse vivre la même chose en réalité. Mais là, tu parlais, j'ai envie que des gens me rejoignent pour vivre l'aventure. Est-ce que, je sais qu'on entend beaucoup parler des problématiques de recrutement, difficulté à trouver des alternants ou même engager des gens en CDI, tout ça. Comment est-ce que tu arrives à faire face à ça, ce recrutement? Comment est-ce que tu trouves aujourd'hui les personnes qui vont t'accompagner dans ce nouveau chemin, cette entreprise? C'est vrai que c'est pas simple.
J'ai eu, je ne sais pas si on peut appeler ça des échecs. Je verrais plus ça comme des déceptions plutôt que des échecs. Je prends parfois un peu plus les choses à cœur qu'il le faudrait. Mais c'est vrai que j'ai à chaque fois un besoin de transmettre qui était pour moi indispensable à savoir quand j'étais étudiant. Oui. Donc forcément, à chaque fois que je lance une offre d'emploi, je fais en sorte d'être ultra transparent sur les tâches à mener, sur ce qui est à savoir, sur l'intérêt de s'y investir. J'essaie d'apporter un maximum d'informations pour que les jeunes candidats puissent se projeter facilement. Ensuite, lorsque l'embauche vient, on essaie de mettre en place des choses pour engager, pour fidéliser, pour responsabiliser toute personne qui sont amenées à travailler avec soi en fait. Et c'est vrai que c'est pas simple. Je suis un peu en décalage. Ouais. J'ai 35 ans, j'ai une tête de jeune, j'ai quand même une mentalité un peu old school, mais je me retrouve totalement sur la génération d'aujourd'hui. Mais il y a un truc qui diffère, c'est l'engagement au travail. Donc, c'est des travaux qu'on mène avec du coup le MEDEF, avec le COMEX 40. Et c'est vrai qu'il y a un décalage auquel les entreprises doivent prendre conscience pour derrière embarquer un maximum de jeunes longtemps dans leur entreprise. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ton quotidien, c'est quoi? Quand tu te lèves, qu'est-ce qui se passe? À quelle heure tu te lèves? Des choses comme ça. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bonne question. Ce que je fais tous les jours, pour pas réellement rentrer dans les détails, en fait, il y a plusieurs choses. Lorsqu'on crée une boîte et que ça va très vite, on prend pas forcément le temps de construire dans l'ombre la machine de la boîte en elle-même, quoi, le réacteur, quoi. Ouais. On a plus tendance à être sur tous les fronts, à être actif sur les réseaux, être sûr que les prochains événements vont bien se déployer, à être sûr que les remontées des actions précédentes sont bien faites, que les erreurs précédentes sont corrigées, que les process internes sont bons avant de déployer la suite prochaine. Donc très souvent, c'est du travail dans l'ombre et très peu de visibilité à l'extérieur finalement, quoi. Ok. Il y a 90% de travail dans l'ombre et 10% qu'on laisse visible au grand public. Pour toi, la visibilité, c'est important. Tu travailles cette image que tu peux redonner, que tu donnes aux gens. En général, lorsque je communique, c'est pour sensibiliser sur ce que je vis, sur ma projection des choses. C'est pas réellement de la communication pour vendre en réalité, quoi. C'est plus de la communication pour sensibiliser sur le monde de l'entrepreneuriat. Je suis toujours sur une phase de transmission en fait à chaque fois. J'ai l'impression limite parfois que ma démarche entrepreneuriale est plus une démarche de message plutôt que financière. Ouais, vraiment, on sent qu'en fait, tu portes vraiment t'es une personne qui porte des convictions et tu as envie vraiment de partager. Ouais, c'est ce que je ressens et même j'ai ressenti très rapidement avec toi. C'est pour ça que ça a matché entre nous deux. C'est parce qu'il y avait cette idée que voilà, j'ai jamais vu. On parle de business, certes, on parle d'argent, certes, mais il y a toujours une volonté d'échanger sur ce qu'on a pu vivre et tout. Et par rapport à ce que tu as pu vivre, quelle est la dernière gifle que tu as pris récemment, soit dans l'entreprise ou même dans la vie perso, une gifle que tu dis ah, ça, c'est une leçon de vie? Ouais, c'est vrai qu'habituellement, on me trouve tout de suite chaleureux, que je m'intègre facilement dans plein de réseaux différents, que je pérennise bien mes relations. Mais ça, c'est même pas quelque chose de volontaire, c'est ma personnalité qui est comme ça. On se rend compte quand même avec le temps qu'on a des petites erreurs quand même qui traînent et Ouais. qu'on prend pas conscience immédiatement, quoi. Par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de réseau. C'est vrai que la notion de réseau, elle est quand même ultra importante. Il y en a qui le travaillent. Moi, très sincèrement, je ne travaille pas mon réseau. Voilà, je suis naturel et le même avec réellement tout le monde. Mais c'est vrai qu'en étant en roue libre à chaque fois, on a tendance à faire des erreurs de gestion de réseau qui ouais. peut derrière nous jouer des tours. Et tu vois, moi, on va dire, je suis en train de créer peu à peu mon réseau, tu vois. Je suis arrivé sur Toulouse, quoi, c'était au mois de septembre, je connaissais à peine cette ville. Bon, j'ai fait classe préparatoire à Balma, mais j'avais mis 3 fois le pied dans Toulouse avant ça. Donc je crée mon réseau donc, autour d'Escadrille, donc un réseau toulousain pour l'instant, et un petit peu national, mais léger. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour confirmer ce réseau et surtout, je sais pas vraiment, l'étendre et qu'il soit bénéfique après pour moi, pour ma personne et aux personnes aussi qui nous regardent? C'est vrai, ouais. En vrai, je vais toujours te donner ma vision des choses. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou pas, mais moi, j'aime bien être fiable auprès des gens qui m'entourent. Personne qui aura besoin d'aide, de lumière. Je suis beaucoup sur le don de moi, entre guillemets, hein. Ok, ouais. Voilà, j'aide pas mal de monde, j'ai investi dans plein de choses. Mais pour pérenniser un réseau, je crois, voilà, si c'est quelque chose qui peut aider, c'est être dans une authenticité forte, c'est être soi-même quoi qu'il arrive. Et ça, en vrai, c'est pas simple, hein, d'être Ouais, soi.
c'est pas facile. Des fois, tu as tendance à changer des fois ton comportement sur les personnes que tu as en face. Ouais. C'est peut-être là l'erreur aussi que font certaines personnes. Ouais, moi, c'est dans l'entrepreneuriat que j'ai réussi à être moi en toutes circonstances. Donc, c'est plus facile aussi, hein, Ouais. en réalité, dans l'entrepreneuriat d'être soi-même, hein, parce que on côtoie tellement de gens différents, tellement de milieux différents, que franchement, vaut mieux être le même quoi qu'il arrive. Mais ce qui est le plus important pour moi, en réalité, c'est d'être fiable, porter des valeurs, ne pas être en désaccord avec ses valeurs. Et derrière, les personnes, au bout d'un moment, elles le reconnaissent et ensuite elles t'apprécient pour ce que tu es et pas pour autre chose que tu as fabriqué finalement, quoi. Il n'y a que comme ça que tu peux avancer sereinement, quoi. C'est être authentique, être simple, être fiable et être transparent en réalité avec tous les gens qui t'entourent. Pas de surprise. Là, tu as dit le mot valeur. C'est une chose que je partage avec toi. Les valeurs, c'est hyper important. Les 3 valeurs pour décrire Babacar, c'est quoi? C'est celle qu'on va retrouver dans la danse. C'est La danse en mode breakdance ou plutôt la danse dans sa globalité? dans en mode breakdance, moi c'est le seul truc que je connais, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai fait ça presque 30 ans. Ça va être authenticité, histoire et solidarité, je crois. C'est ça mes 3 valeurs. Il me semble que c'est ça mes 3 valeurs. Ok, bah, pas mal. Moi, là pour la suite, là, on va revenir sur l'entreprise un petit peu. Ton entreprise. Dans ton entreprise, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. On est face des fois à des problèmes. Il faut les surmonter. Tu as des problèmes, des parties, enfin, des périodes où tu t'es dit ça va être compliqué. Je réfléchis avec les bons buffets. S'il y a eu un moment où je me suis dit ça va être compliqué. En fait, c'est ce que tout le monde traverse lorsqu'il déploie quelque chose d'atypique. Et quand c'est atypique, en général, ça surprend. Et mélangé avec une touche d'innovation ou alors une touche disruptive, forcément, ça interroge pas mal de monde. Et pour ça, il faut rester droit dans ses bottes. En fait, il ne faut pas oublier pourquoi on fait ça, pour quelles raisons. Quel est le moteur finalement de nos actions en fait. Pour moi, c'est ça qui fait que derrière, on arrive à résister sur des surprises. Quand tu as monté les bons buffets, est-ce qu'à un moment tu as douté du fait que ça marcherait ou tu t'es toujours dit ça va marcher? Franchement, quand on entreprend, dès le départ, on se dit que ça va marcher, mais en réalité, on n'en sait rien du tout. Parce qu'on arrive toujours dans un marché qui existe déjà, qui est parfois plus ou moins verrouillé. Donc c'est de quelle manière les autres nous permettront de réussir. Parfois c'est ça, parfois c'est pas nous qui décidons de réussir. Ouais. Très souvent c'est pas nous. C'est vrai qu'on dit toujours qu'on est le seul maître de notre destin, mais en réalité, c'est pas réellement le cas. C'est souvent une réussite qui dépend de trop de facteurs qui nous concerne pas. Donc il faut juste faire du mieux qu'on peut et espérer que ce qu'on aura pu faire peut être compris et peut être accepté dans un nouveau marché. Ok, ouais. Pour les chiffres un petit peu, aujourd'hui tu accompagnes combien d'entreprises et aussi qu'est-ce que tu offres vraiment comme prestation en tant que traiteur? Alors, je t'avoue que j'ai pas fait le compte. Je pense que depuis le 1er juin de l'année dernière, donc depuis un tout petit peu moins d'un an finalement, non, c'est pas tout à fait juin, on va dire plus fin juin. Je pense que j'ai dû faire une 50aine de prestations pour des grosses entreprises, pour des plus petites. Ça va passer par BNP Paribas, Alstom, Tisséo, le MEDEF aussi, la CPME qui était la première organisation patronale à m'avoir fait confiance sur une très très grosse prestation. Donc c'était 800 personnes, donc c'était énorme en réalité. Ouais. T'avais la pression à ce moment-là ou... Mais bizarrement, non, en fait, parce que j'ai l'impression que faire 800 comme faire 100, comme faire 300, c'est le même niveau de difficulté. En réalité, c'est le même niveau de difficulté, c'est le même process, c'est une logique sécurité alimentaire qui est différente, mais derrière, j'ai dû être inconscient, je pense. J'ai pas senti de grosses difficultés. Après, j'avais déjà organisé plein de showrooms, plein d'événements, je connaissais déjà tous les acteurs que j'avais fédérés. Donc non, en fait, ça m'a pas effrayé en réalité parce que j'avais tellement simplifier la chose que je me suis dit que si c'est uniquement ça et ça, eh ben, ça peut que forcément suffire. Tu t'es dit il y a les bons ingrédients pour la bonne recette. Ouais, et du coup, ça m'a pas effrayé en réalité. Et là, si je m'étais foiré sur cette presta, Ça va être compliqué après. là, c'était disparition de Babacar dans Toulouse. Oh purée. Parce que là, il y avait quand même pas mal de monde sur cette prestation. T'as un plan B ou pas en soi? Est-ce que t'as un plan B si demain, je sais pas, il t'arrive quelque chose? Est-ce que t'as prévu un plan B pour toi? Non, il y a un plan A et on va jusqu'au bout du plan A et au pire, on verra après. C'est pas évident de penser à un plan B. Parce que quand on pense à un plan B, c'est déjà qu'on n'y croit pas à son plan A. Après, un vrai entrepreneur, il te dira non, il faut toujours prévoir toutes les portes de sortie. Franchement, je suis pas ce style d'entrepreneur qui va prévoir toutes les alternatives en réalité, quoi. Je suis plus du genre à bien réfléchir pour que
toutes les actions puissent atteindre leur objectif. Ok. Et c'est vrai que des fois, je mets beaucoup plus de temps à réfléchir avant d'agir, mais j'essaie de faire en sorte qu'à chaque action, parce que j'en fais peu finalement des actions, étant donné que c'est une petite structure et que derrière la petite structure, elle a très peu d'actions qu'elle peut mener, on fait en sorte que toutes les actions soient une réussite. Là, je sais pas, aujourd'hui, tu penses à, je sais pas, peut-être déménager, tu parlais de voyage avec le breakdance, envie de voyager, c'est une passion peut-être le voyage, je sais pas, t'as des passions? Quand on est piqué par le breakdance, j'ai envie de te dire, quand on est piqué par une discipline artistique, c'est dur d'être ailleurs. C'est vraiment dur d'être ailleurs. J'ai fait du foot pendant 1 an, j'ai fait du rugby quand j'étais tout petit pendant 1 an aussi. C'est pas le truc que je kiffe. Je vais me faire tuer si je dis que j'aime pas le foot et que j'aime pas le rugby, mais pourtant c'est la vérité. C'est pas que j'aime pas. C'est pas des sports que je pratique. Franchement, quand on est passionné d'une discipline, on a du mal à voir les autres. Ouais, En réalité, on a trop de mal à voir les autres. Donc moi, dans ma tête, c'est tous les jours breakdance, le soir, le matin, la nuit. Ouais, je pratique encore. Ouais. Ce soir, il y a un entraînement qui est prévu. Ok, d'accord. Enfin, ouais, c'est ouf parce que tu arrives quand même à accumuler déjà ton travail avec les bons buffets, aussi ton implication dans des organismes comme le MEDEF, des choses comme ça. Et en plus de ça, tu continues à pratiquer le sport, le breakdance à un niveau de passionné, quoi. Ouais, parce qu'après, quand c'est quelque chose qu'on a pratiqué depuis très longtemps aussi, c'est quelque chose qui est pas forcément vital en pratique. J'ai des périodes où j'en fais pas du tout, parce que j'ai franchement pas la tête à ça. C'est souvent ancré avec un état d'esprit, avec une charge mentale qui est plus légère parfois. Pour moi, le breakdance, c'est pas un échappatoire, quoi. C'est pas une porte de sortie, c'est pas quelque chose qui me fait décompresser. Non, c'est quelque chose que j'aime faire, qui fait tellement partie de ma vie que finalement, tout se mélange. Même le vocabulaire que j'emploie, c'est parfois un vocabulaire hip-hop, mais grave. Ouais, je continue de pratiquer ça parce que je me souviens de l'intérêt au départ de ce que ça a été de pratiquer cette discipline-là à un certain moment de ma vie. C'est quand même quelque chose qui m'a sorti d'un milieu pas difficile, mais d'un milieu qui m'aurait offert un autre avenir. Ouais, en fait, c'est ce qui savait sortir vraiment. Enfin, peut-être, tu parlais tout à l'heure quand tu étais enfant, tu n'avais pas forcément d'objectif de carrière, des choses comme ça. Mais c'est peut-être le break qui s'est dit, ok, il faut se prendre en main. Il faut que je sorte de la zone dans laquelle je suis, il faut que j'aille voir ce qu'il y a ailleurs, quoi. Franchement, ça ouvre l'esprit, hein, le break, hein, parce que c'est une culture qui est internationale. Elle est pratiquée par toute classe sociale, toute culture aussi. Chaque culture a son approche, donc ça apprend à découvrir la culture de l'autre. Bon, le break, c'est né aux États-Unis dans les années fin 70, et quand c'est arrivé en Europe, il y avait une touche européenne et une touche française qui était propre à celle de la France, Ouais. et qui est totalement différente de celle des Américains. Et d'être dans un milieu comme celui-ci, ça permet derrière d'avoir une affirmation de soi, une réalité du terrain, une envie d'aller de l'avant, de se dépasser, enrichir l'autre, découvrir la différence de l'autre aussi. Et derrière, en faisant ça, ça forge l'esprit dans l'entrepreneuriat, à l'école. Et derrière, ça permet d'avoir toutes les ressources, on va dire, on appelle ça les soft skills peut-être aujourd'hui, mais toutes les ressources sociales pour derrière comprendre l'autre et bien écouter l'autre. Ouais. Tu parlais de la morale tout à l'heure, que quand tu retournes au Sénégal, c'était important pour toi de parler des valeurs, des choses que tu pouvais voir là-bas. Tu lis un petit peu, tu lis de la philosophie, je sais pas, t'as le temps de lire, de faire des choses comme ça? Non, j'ai pas le temps de lire et franchement, ça m'ennuie de lire en réalité. C'est dommage parce qu'à chaque fois que je lis des trucs, je me demande pourquoi je ne lis pas plus. Parce que franchement, tout est dans les livres en vrai, hein. Ouais. Tout est déjà écrit, tout a quasiment déjà été fait. Donc en réalité, il faut lire au taquet, quoi. Mais je suis pas assez posé pour pouvoir lire. Il faut avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Il faut être moins dynamique que ce que je suis Ouais. pour pouvoir se poser Ouais. et lire. Est-ce que tu es un peu, on va dire, une pile? Est-ce que tu es un mec avec beaucoup d'énergie? Tu te fatigues pas, enfin, difficilement? Ouais, j'ai une grosse capacité de travail. C'est vrai qu'on me dit que je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie, mais je sais pas si c'est beaucoup d'énergie. J'ai surtout une grosse capacité de travail en réalité. J'aime travailler, j'aime bien faire, j'aime que le produit fini ressemble à ce que je suis. J'aime la perfection, pas trop, mais Ça m'intéresse ce mot pas trop. Est-ce que tu penses que quand c'est trop d'imperfection, c'est un frein? ouais, et puis ça dénature la fragilité de quelque chose, Ouais. être dans la perfection. Encore un parallèle avec la danse. Dans la façon dont je pratique la discipline, il y a deux mondes. Il y a un aspect compétitif, il y a un aspect sportif, il y a un aspect artistique, il y a un aspect culturel. C'est vrai que je suis plus sur l'aspect artistique des choses. J'aime bien montrer la nature réelle d'une démarche, quoi, Ouais. avec ses faiblesses. Je trouve que ça a plus de sens lorsqu'on voit les faiblesses des choses. Tu vois, là, on a beaucoup parlé du passé un petit peu, de toi, du passé, de comment est-ce que tu t'es créé aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Si on parlait maintenant un peu du futur, demain, tu veux que ça soit quoi les bons buffets? Tu le vois où?
Et toi, tu te vois où, je sais pas, à l'échelle, quand tu veux. Mais qu'est-ce que c'est l'avenir pour toi? C'est pas évident, hein. Franchement, de répondre à cette grosse question-là, c'est pas évident. Pour te répondre, je vais essayer de me souvenir de mon éducation finalement, quoi. Moi, j'ai été élevé d'une manière à ce que l'avenir soit la plus bonne pour moi et mes descendants. Donc forcément, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ma famille, même mes amis, soient porteurs, on va dire, de ce que j'aurais pu développer pour eux. En réalité, mon ambition, c'est juste celle-ci, c'est que derrière, les gens puissent profiter de ce que j'ai pu développer pour une communauté, pour une famille, pour des amis. En vrai, c'est ça, hein, parce qu'on n'emporte rien avec soi. Donc, tout ce qu'on fait, en réalité, c'est pour les autres, hein. Et en termes de famille, je sais pas où t'en es, tu te vois où plus tard? Alors, je suis marié. J'ai un petit qui a 5 ans et demi, Ok. qui s'appelle Noam. Il va au CP l'année prochaine. Et c'est clair que je pense que je duplique mon schéma éducatif en réalité sur lui, quoi. Donc je fais en sorte de lui donner les meilleurs messages, de le mettre en réflexion sur ses idées. Je le permets un peu plus de s'exprimer et de dire ce qu'il pense, et de dire ce qu'il aime, comparé à l'éducation que j'ai pu avoir. C'était pas une question qu'on me posait, si j'étais content, si j'étais heureux, si j'aimais bien les carottes et tout. Donc il y avait ça à manger, ben, tu manges et puis c'est tout, quoi. Et tu te demandes même pas si t'aimes ou si t'aimes pas. Ouais. Voilà, par exemple, faire le clin d'œil avec ce que je fais. Je pense que je duplique ce schéma-là en essayant peut-être d'éviter des moins bonnes choses que j'ai pu avoir moi. Même si, très franchement, j'ai pas l'impression d'avoir eu de mauvaises choses dans mon éducation. Ouais, je vois. J'ai pas l'impression. Franchement, j'ai pas l'impression. Tu m'as dit que tu étais assez old school et que même enfin, ton éducation était assez stricte quand même. T'es un père strict. Non, pas strict. Peut-être exigeant. Je trouve pas ça pareil. Il était ultra authentique, mon père, hein. Franchement, il y a quasiment presque tout Toulouse qui le connaît, mon père. Ouais, même mes anciens profs du primaire, franchement, ils connaissent très très bien mon père. Grave. Et je pense que c'est l'authenticité, hein, franchement, qui fait. Ouais, hein, ça ressemble à. Franchement, je ressemble à lui, hein. Je suis foutu, mec. Non, je suis pas réellement foutu. Mais en vrai, je ressemble à lui, c'est clair, hein. Du caractère, quelqu'un de ferme sur ses convictions et sur une volonté de transmettre aussi. Mon père, il était beaucoup là-dedans au final. Il est beaucoup là-dedans, même encore aujourd'hui. C'est vrai, il y a eu beaucoup de ça que j'ai pris de lui finalement. Aujourd'hui, tu as une famille, tu as un fils, tu as aussi une entreprise. De façon plus macro, tu vois, est-ce qu'il y a des choses dans le monde extérieur qui t'inquiètent? Des choses sur lesquelles peut-être tu te rebelles un petit peu, tu dis, il faut changer les choses. Ouais, allez, sur quoi il faudrait changer les choses? Peut-être qu'il faut, dans la plupart des secteurs que j'ai pu découvrir, avoir plus d'ouverture sur les différences, plus d'entente et d'acceptation des différences. Le monde est fait de tellement de choses différentes. Là, on est à Toulouse, une petite ville. En réalité, c'est une petite ville en France, dans une planète énorme. En réalité, on est tout petit. Il faut apprendre à se dire qu'il existe plein d'autres choses ailleurs, en fait, et qu'ici, on est juste une partie de plein d'autres choses. Donc, autant être ouvert ici, parce que si on n'est pas ouvert ici, à l'échelle beaucoup plus macro, eh ben, on pourrait dire qu'on finalement on est ouvert parce qu'il y a tellement de différences et de diversité partout qu'il faut peut-être que la diversité arrive dans un peu plus de secteurs en micro. Tu te vois, je sais pas, demain créer une entreprise à l'étranger parce que tu parlais donc déjà des voyages, tu parlais aussi de s'ouvrir aussi au monde. Tu es beaucoup resté à Toulouse, globalement, tu es très toulousain en soi. Je sais pas, demain tu te vois aller partir à l'étranger et te dire allez, je tente une nouvelle vie. C'est dur, hein? Dur. Ouais, c'est dur. De ce que je vois de l'entrepreneuriat en France, dans un secteur que je connais quand même bien, c'est le seul que je connais, je me dis quand même que c'est dur de vouloir créer une boîte à l'étranger. Parce que quand même, il faut avoir la culture du pays, il faut avoir aussi un peu l'histoire du pays. Ça risque d'être difficile de monter une entreprise à l'étranger, hein. C'est vraiment pas simple. Même si je montais une entreprise au Sénégal, je pense que ce serait difficile parce que j'en ai la culture, mais j'en ai la culture ici. C'est d'autres codes, hein, là-bas. C'est réellement d'autres codes, hein. D'autres codes relationnels, d'autres codes du commerce, d'autres codes autour de la confiance. Il y a plus de choses qui s'entremêlent là-bas. Il y a la religion qui s'entremêle, il y a les différences de culture, les approches différentes sur les religions. Donc c'est quand même bien compliqué. On est peut-être dans un pays qui facilite l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui le disent, mais en réalité, je pense que c'est le cas. C'est
pas facile de réussir, mais on est un pays qui facilite ça. Ok. Et tu sais, l'entrepreneuriat, bon, en soi, tu le vois, il y a de plus en plus de jeunes qui disent je veux être entrepreneur, des choses comme ça. Tu trouves, il y a du progrès là-dedans? Est-ce que tu trouves qu'on ouvre de plus en plus les portes à l'entrepreneuriat, chose qui n'était pas forcément le cas avant? C'est clair, hein. Franchement, là, moi, j'entends parler d'entrepreneuriat tous les jours. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans une sphère entrepreneuriale, je suis dans un espace de coworking, il n'y a que des entrepreneurs. Aujourd'hui, moi, j'entends parler que de ça, hein. Après, ça fait 5 ans que j'entreprends. Donc, je ne sais pas si mon regard il est un peu biaisé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu, on dirait, à la mode d'entreprendre, quoi. Moi, franchement, quand j'ai entrepris, oh si, c'était à la mode un peu. Je ne l'ai pas fait parce que c'était à la mode. Très sincèrement, je l'ai fait parce qu'en vérité, j'avais pas le choix. J'ai voulu monter quelque chose de mon côté, à la cool, à la va-vite. J'ai eu le culot, j'ai écrit à la dépêche, ils m'ont fait un article, ça a fait boum. Je me suis dit, merde, Actu Toulouse a rebondi, Le Parisien, Merde. Elle. Franchement, Via Occitanie. C'est arrivé vite, ouais, globalement. Ouais, j'ai eu plein d'articles et du coup, je me suis dit, mais mince, mais finalement, en fait, je suis foutu, quoi. Si j'entreprends pas, finalement, je vais le regretter toute ma vie. Et comment tu as géré cette période-là où tu t'es dit ça arrive vite et il faut que je sois au poste là? Ben, j'ai bossé un peu dans l'ombre au départ. Et quand ça a été mis en lumière, j'étais un peu embêté parce que du coup, mon employeur, il se demandait si finalement j'allais vouloir continuer à intraprendre, enfin, je sais même pas comment dire, à entreprendre en interne, c'est l'intrapreneuriat en fait, Ouais. ou alors si j'allais quitter la boîte, parce que franchement, j'étais carrément beaucoup impliqué auprès de mon employeur. Franchement, j'étais vraiment ultra impliqué. Et du coup, c'est vrai que c'était de l'inconscience en réalité, hein, parce que j'étais... Ouais, tu te rends compte là, avec le recul, tu dis que j'étais inconscient complet. Ouais, t'es convaincu de ton idée, tu te dis ça va marcher, la preuve, tout le monde en parle, donc tu donnes ta démission et tu te lances, mais en fait, t'en sais rien du tout de ce qui t'attend. T'en sais rien du tout. Après, tu fais avec ce que tu vois et tu assumes derrière tes choix, ce que tu traverses, pour faire en sorte que ta entreprise puisse au mieux grandir. Et est-ce que, tu sais, je sais que tu mets, si je ne me trompe pas, tu mets vachement en avant le circuit court Ouais. dans les bons buffets. À quel moment tu t'es dit c'est une bonne piste déjà pour l'environnement, mais aussi pour mon entreprise, de miser sur le circuit court? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé instantanément? En vrai, c'est pas du vrai circuit court. Le circuit court, je le faisais quand j'avais les producteurs en direct. Et encore, c'est pas réellement du vrai circuit court, hein. Voilà, il y en a plein qui pensent que c'est du vrai circuit court, mais c'est pas du vrai circuit court. Parce qu'il y a toute une chaîne, malgré tout, que tu peux pas pallier. On va dire, tu squeezes peut-être le boucher, quoi. Ok. Mais derrière, il y a toujours les mêmes maillons de la filière au final, hein. L'éleveur, c'est pas lui qui fait tout pour ensuite te vendre ses produits. Ce qui m'a importé, en fait, c'était même pas le produit, encore une fois, c'était les personnes. Quand j'ai vu qu'en réalisant un événement, ça faisait vivre financièrement 25 entreprises, ben là, je me suis dit, franchement, c'est une trop bonne idée. On galère tous à vouloir faire décoller sa boîte. Et bien là, il suffit d'un événement pour en soulager au moins 7 dans les 25, quoi. Ouais. Pour qu'ils puissent derrière payer leur loyer, pour qu'ils puissent derrière valider leur logo, créer leur petit site internet avec simplement un événement. Donc en réalité, moi, la démarche RSE que je porte avec les bons buffets, c'est même pas le produit en lui-même. Après, je suis dans un environnement qui est celui du grand marché, qui fait en sorte que du coup, le produit, il est nickel. Mais derrière, c'était pas le produit en lui-même, moi, c'était les personnes. Il y a plein de choses du coup qui en sont découlées, hein, mais derrière, c'était une volonté de solidarité, uniquement. Ouais, vraiment, je me rends compte souvent tu utilises ce mot solidarité, c'est hyper important pour toi, je Ouais. le sens bien. Si tu avais un mot à dire à un jeune de 20 ans, qui aujourd'hui, là, il sait pas où il en est, il sait pas ce qu'il veut faire. Tu vois. Typiquement, moi, je sais pas vraiment où je serai plus tard. Même à des jeunes, vraiment, ils ont plus de repères là. Comment tu lui dis reprends-toi jeune? Mais en vérité, moi, je suis pas sûr d'avoir déjà eu un vrai repère, hein, parce que j'ai fait une école d'ingé, parce que mon frère avait fait une école d'ingé, mais derrière, je me suis pas réellement écouté. J'étais fort en maths, physique, chimie, tout ça, mais je me suis, à mon avis, pas réellement écouté. Après, il y a l'éducation qui fait que c'était les études auxquelles il fallait que j'y aille le plus longtemps possible. Donc, l'école d'ingénieur, c'est un bac+5, bon, c'était nickel. Mais ce que je dirais, ça fera écho à ce que je me suis dit pendant 7 ans quand j'étais salarié. Quand j'ai intégré cette société de conseil, j'ai été amené à faire des choses que je n'avais jamais vues à l'école. Donc quand on sort d'école et qu'on nous demande de faire des choses et qu'on n'a pas appris, on se dit qu'on ne va pas y arriver, mais au final, on y arrive, on livre, on facture le client est content. En faisant ça plusieurs fois, on se dit mais au final, qu'est-ce que je ne sais pas faire au bout d'un moment, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose, même si je ne l'ai jamais fait, j'arrive à être accompagné, à être aidé pour finalement réaliser cette tâche-là. Donc ça m'a perturbé pendant très longtemps. Qu'est-ce que finalement je ne serais pas en mesure de faire ?
Ouais. Parce qu'au final, on y arrive toujours en réalité. Hein. Ouais. En finalité, on arrive toujours à faire les choses. Quoi. Après, il y a peut-être des échecs, des réussites, mais au final, les choses, on les fait quand même. Quoi. Et là, en réalité, il faut juste écouter sa personnalité et pas ses connaissances ni ses compétences. Ok. Parce que derrière, on sera le plus impliqué et le plus investi quand c'est en phase avec notre personnalité. Donc du coup, éducation, culture. Tu vois là, tu parles encore de la culture. Tu as une philosophie de vie. C'est un truc qui te guide, tu te dis ok, ça c'est ma pensée. Ou même je sais pas, ça peut être la religion comme une philosophie toute simple qui te dit ben voilà, je ne sortirai pas de ce périmètre parce que ça c'est moi. Non, je ne sais pas si j'ai une vraie philosophie de vie. Parce qu'encore une fois, je n'ai même pas fait ce travail-là sur moi-même. En général, c'est les autres qui me reflètent ce que je projette. Mais encore une fois, moi, je ne prends pas le temps de réfléchir sur moi-même. Ouais. J'ai pas eu cette culture-là, en fait. T'es un petit peu, t'es une personne vraiment qui va à l'instinct, non, un petit peu? Ouais, comme dans la danse. Comme dans la danse, ouais. Non, mais totalement. Je pense que c'est totalement ça qui déteint. C'est la première fois que je le dis. Hein. Je le pense depuis très longtemps dans ma tête, que c'est ce que j'ai eu dans la danse qui se transpose sur mon esprit d'entreprendre. Mais en réalité, j'ai pas de philosophie de vie en réalité, quoi. Ok. Et j'espère que j'en aurai pas de philosophie de vie. J'ai pas envie de me fatiguer avec un cadre. Ouais, tu veux pas une... Ouais. Bien sûr. Franchement, j'ai pas de philosophie de vie. Faut juste que ce soit en phase avec ce que je valide. Et tu vois, encore une fois, qu'est-ce que je valide? Franchement, j'en sais rien en réalité. Si je me penche dessus, c'est clair que je vais trouver des mots en fait. Hein. Ouais. Je fais pas ce travail-là sur moi en fait. On sait tous ce qui est bien, ce qui est pas bien, et on essaye de faire du mieux qu'on peut entre ces deux choses-là en fait. En faisant que du bien, au bout d'un moment. C'est triste, hein, mais en réalité, ça peut nous nuire. Ouais, c'est étrange de dire ça. En faisant que du bien, ça peut pas nous nuire, et peut-être nous fragiliser. Peut-être. On en discutait en venant ici avec Jeannette, qui est juste derrière la caméra. J'ai pris conscience d'un truc il y a un petit moment là, mais je ne sais pas comment c'est revenu dans ma tête. À être trop sympa, on oublie la personne que tu es, Ouais. en réalité. À être trop accessible, on oublie ce que tu as pu faire, on oublie ton potentiel, on oublie ton histoire. Et c'est con, hein, mais malheureusement, on dirait qu'il faut être plus froid, plus distant pour parfois être plus respecté. Mais il y a des personnes qui voient ça comme ça, ils voient la figure de l'homme fermé un petit Ouais. peu et c'est lui qui est respecté. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de voir les choses, tu vois. Ouais, j'espère pas non plus. Hein. En tout cas, je vais pas changer, je vais rester celui que je suis. Hein. Et je vais assumer les choses moins bonnes qui se passent autour de moi en étant de cette façon-là. Pour finir, moi je te propose qu'on fasse un truc un peu plus perso. Ta confiance, moi j'ai une question sur ta confiance, parce qu'en soi t'es une personne très confiante quand on va vers toi. Mais est-ce que tu penses que tu l'as réellement, tu l'as toujours été, c'est ma question. Ah, est-ce que j'ai toujours été confiant? Franchement, tu vois, même ça, je sais pas si j'ai toujours été confiant. J'ai toujours été positionné, malgré moi, dans un rôle de leader un tout petit peu. Au bout d'un moment, j'ai souhaité prendre du recul, mais volontairement, pour laisser plus de place aux autres dans plein de choses. Je suis quelqu'un d'ultra impliqué, et quand on est ultra impliqué sur ce qu'on fait, on est très vite positionné comme l'élément central. Voilà. Et au bout d'un moment, être l'élément central, moi, franchement, j'ai pas envie de l'être en réalité. Et du coup, ça m'a amené à être plus en retrait. En repensant à ta question, à ce que je viens de dire, Ouais. j'ai oublié le sens même de ta question. Tu peux me la reprendre? Ouais, est-ce que tu as toujours été confiant? Ouais, confiant. Et est-ce que vraiment tu l'es aujourd'hui peut-être même? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de confiant? Franchement, je suis confiant seulement si j'arrive à mesurer l'environnement dans lequel j'évolue. Et là, pour le coup, je suis confiant d'arriver à un échec ou alors d'arriver à une réussite. J'arrive à être confiant des finalités des choses, quoi. Ok. Comme de l'échec, hein, Ouais, ok. quand j'ai le flair de l'environnement qui m'entoure. L'échec, bon, on a beaucoup parlé on a beaucoup dit ce mot jusqu'à présent, mais on n'a pas tellement parlé. Comment tu vois l'échec? Tu l'acceptes? Tu te dis il faut savoir aller au-delà de ça, ou vraiment tu prends ça comme un coup de massue? Tu es une personne, tu as du mal à l'assumer. En vrai, j'ai eu plein d'échecs sans m'en rendre compte. Ouais, c'est qu'après que tu t'en rends compte.
Ouais, c'est qu'après tu t'en rends compte, ou alors tu es tellement bridé d'une manière à ce que l'échec apporte un positif que derrière tu vois plus trop l'échec. Des échecs, si c'est sûr, j'en ai plein, Mais derrière, j'arrive souvent à identifier les conséquences de cet échec-là. Et en ayant identifié les conséquences, enfin les causes de cet échec, j'arrive à me dire que finalement j'ai appris. Ok, ouais. Ouais, c'est important, je suis d'accord, l'idée de toujours se remettre un petit peu en question et de se dire, bon, j'ai eu tel échec, il faut aussi que j'apprenne des conséquences que ça a sur moi et comment je peux l'améliorer. Ouais. Euh, Question perso, c'est quoi ton film préféré? Ah, mon film préféré. Oh, attends, C'est dur. Si t'en as trois, t'en as trois. Si t'en as cinq, t'en as cinq. franchement, je peux t'en donner plein. En vrai, des films Si t'en as un qui t'a marqué ou t'es dit, ouf, la gifle, ça c'est. Bienvenue à Gattaca. Ok, je connais pas du tout. Ça, c'est un film que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Il est vieux, je crois qu'il date des débuts des années 2000. Bienvenue à Gattaca. Il y a celui-ci, un film que je connais par cœur, c'est Retour vers le futur. Ouais. J'ai- Qu'est-ce qui fait que t'aimes par exemple Retour vers le futur? Pourquoi t'aimes ce film particulièrement? Il est très complexe et présenté de manière simple. Tout est important dans les films. Ouais, je suis d'accord, ouais. Tout est important, le moindre mot. Et s'il y a des choses que tu comprends pas à un certain moment dans le film, tu le comprendras peut-être plus tard. Ouais. Ouais, je vois. Ouais. Donc t'as ces deux films donc là qui te marquent. Il y en a d'autres? T'en as un autre ou pas? Ah, ouais. Bon, c'est Alabama Monroe. Ok. C'est un film qui dure 3 heures et quelques. Ouais. C'est un vieux couple dans une ville loin de la ville aux États-Unis et qui vit une histoire amoureuse avec, je vais pas le spoiler, hein, avec un enfant au milieu. Ok, d'accord. On va pas spoiler pour les gens qui regardent, mais enfin, moi perso je vais aller voir ce que c'est. Ah, ils sont excellents. Hein. Ces deux films, Bienvenue à Gattaca, Alabama Monroe, c'est deux très bons films. Bon, après je pense que Retour vers le futur, Ouais, tout le monde enfin, les connaît ça. un peu honte à ceux qui l'ont pas Ouais. vu, quoi, hein, qu'on se le dise. Et ensuite des livres qui t'ont marqué peut-être. Je sais pas, vu que tu lis pas beaucoup, je sais pas si, je sais pas, il y a des livres qui t'es dit, ouais, c'était sympa. Dommage que j'ai pas continué la lecture, mais c'était sympa et je recommande. J'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Ouais, en 2005, quand j'ai commencé à vouloir me lancer dans une école d'ingé, Ouais. je suis allé à la Fnac et j'ai acheté l'UML pour les nuls. C'est un livre de programmation. Ouais. C'était trop dur à comprendre. Je me souviens que je lisais que le premier chapitre. C'était un Ok. pavé qui était comme ça. Hein. C'était pour apprendre les débuts de l'informatique, quoi. Ouais. Mais j'étais tellement chaud d'aller en école d'ingé et vraiment finaliser mon école que je me souviens, je m'étais acheté ce bouquin-là et j'ai lu que le premier chapitre au moins 8 fois. Et ce livre t'a marqué parce que tu te dis, Franchement, j'ai envie de citer celui-ci en fait, hein, parce que je me suis redit ça avant-hier sur la route, que j'avais finalement jamais fini ce livre-là. Et si ça se trouve, si je le reprends là, je comprendrai des choses. Peut-être pas tout, hein, parce que je suis pas informaticien, mais je comprendrai un peu plus de choses. t'étais doué à l'école? Ou bon, un élève moyen, je sais pas. Non, j'étais moyen, ouais, même en dessous du moyen. Mais j'ai su être bon là où il fallait à tout prix que je sois bon, quoi. Ok. En maths, j'étais intouchable. Ouais. J'étais toujours major en réalité. Hein. Même en école, c'était mes copies qui corrigeaient le reste de toute la promo. Donc en maths, j'étais intouchable. Après, sur tout le reste, franchement, non, j'ai pas été. Non. J'ai pas été un super élève. Tu sais, on entend beaucoup dans certaines vidéos, ouais, l'école ça sert à rien, enfin des choses comme ça. Toi, ta vision de l'école, est-ce qu'il faut qu'elle évolue? Enfin, je sais pas, t'as peut-être une vision différente des autres. Franchement, il faut que l'école laisse plus de chance à plus de monde. On l'a rediscuté ce matin, autour de la table, je crois. Quand j'étais petit, TBS, c'était l'ESC. Ouais. C'était intouchable pour moi. Hein. C'était inimaginable, quoi. Ok, ouais, quand En réalité. ça, c'était le Graal un peu. Ah ouais, non, mais c'était trop le Graal. Même déjà quand j'étais en terminale S et que je voyais des gens de ma classe venir en école de commerce, moi c'était sûr et certain, c'était intouchable. Parce que déjà c'était une école qui était payante. Il fallait avoir quand même un bon dossier, je crois. Pour moi c'était intouchable en réalité. Et au final, c'est pas si intouchable que ça. Il faut juste que les écoles soient plus ouvertes sur les admissions, qu'elles laissent, qu'elles laissent des chances à plus de monde. Mais c'est le cas quand même là. Je sais qu'il y a plein de dispositifs qui permettent à pas mal de monde de pouvoir intégrer cette école-là. Moi, j'ai tout fait qu'une alternante puisse intégrer. C'était une étrangère, elle était turque. Ouais. Donc, c'est trop cool. Là, elle a un Master 2, elle va bientôt finir. Mais c'est vrai que ce serait bien que les écoles laissent plus de chance. Ok, ouais.
Moi, tu vois, ça me fait penser à un projet hyper. Enfin, ce projet en soi, il est top. Et en plus, on le connaît tous les deux, une personne qu'on connaît très bien tous les deux, Madani Boussif, qui est Ouais, déterminé, ouais. avec Camara, qui a monté cet assaut. Faut dire, toi, t'inspires quoi? Moi, c'est qu'il m'inspire beaucoup de choses. C'est ouvrir l'entrepreneuriat à ceux qui n'en ont pas eu forcément la chance au départ. Ouais. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Non, Toi, mais c'est toi, c'est clair, quoi, hein. les déterminés? Franchement, je vais te dire vraiment ce que je pense là-dessus. Madani, il mène ça d'une main de fer ici sur Ouais. Toulouse. Franchement, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Moussa Camara, je l'ai connu, moi, il y a 4 ans. Franchement, c'était pas réellement connu, hein, les déterminés à l'époque, il y a Ouais, 4 ans. ça fait Sur une Paris, ampleur. Ouais. peut-être un tout petit peu, mais c'était pas connu. On s'est retrouvés autour d'une table ronde à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et quand je l'écoutais prendre la parole, je me disais, mais putain, lui, il va se griller, mais grave. Et on a eu une petite conversation, et c'est vrai que je lui ai dit, je lui avais fait une remarque, je lui ai dit, mais la manière dont il prenait la parole, tu vois, ça a interpellé tellement de monde que je me suis dit que ça allait le desservir. Et du coup, je lui ai dit, Moussa, franchement, c'est chaud quand tu prends la parole. Je pense que c'est ultra intéressant ce que tu dis, mais je pense que ça va te desservir. Donc fais gaffe. Et après, on s'est perdu de vue complètement. Et après, je l'ai revu dans les réseaux, du coup. J'ai Ouais. vu une progression phénoménale. Il est resté comme il était, il n'a pas changé. Il a su transmettre sa vision des choses, son authenticité, parce que lui aussi, hein, franchement, il est celui qu'il est tout le temps, hein. Tout le temps, ouais. Voilà, franchement, il est celui qu'il est tout le temps. Et franchement, c'est une structure que je respecte énormément. Ça fait beaucoup de bien, ça donne beaucoup d'espoir, ça soutient, ça met en lumière, ça donne confiance. Et ici, sur Toulouse, franchement, Madani, c'est un travail phénoménal qu'il fait. Il répond au téléphone à 1 h du matin, Madani, tu l'appelles, il décroche, hein. Ah ouais. Ah, mais c'est clair, hein. Si. Je textote avec lui tard la nuit. Il est toujours opérationnel, il est toujours dispo. Il, non, franchement, rien à dire, cette structure, elle est Si jamais déterminée. notre entourage là, bon, Il est assez récent, tu vois, mais l'écosystème que nous, Escalade, on a pu créer, tu vois, avec le Commerce 40, les déterminés, tout ça, moi, je trouve qu'il y a plein de personnalités hyper inspirantes quand même. Mais totalement, vous les premiers. Vous les premiers. Franchement, je le dis, hein, l'escadrille, la première fois qu'on s'est vu, c'était, je me rappelle plus c'était quand, mais très vite, je me suis dit, moi-même, j'ai pas fait les bonnes études. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes de 23 ans, 22 ans? tu connaissais pas du tout les juniors entreprises? Si, je connaissais les juniors Ah, entreprises, mais j'étais trop jeune quand je les ai connus au final. Et j'avais pas conscience de qui ils étaient. Mais aujourd'hui, franchement, quand je vous vois, franchement, je me remets en question sur mon parcours, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont mon âge. Ils sont aussi forts que moi, j'ai l'impression, entre guillemets. Faire comme toi, parce que j'ai failli louper le coche Ouais. des juniors entreprises. Moi, Escadrille, au début, bon, j'étais à TBS, bon, s'il faut, je vais faire une asso, mais pas sûr. Et c'est un jour avant la fin des inscriptions où j'ai fait, bon, vas-y, envoie vite les CV, une lettre de motivation, on verra. Et finalement, il y a une chose qui m'a percuté, je vous invite à aller le voir, c'est le teaser d'Escadrille, celui que j'ai pu voir, donc c'est en 2022. Et là, j'ai fait, c'est ce que je veux. Je veux m'ouvrir les portes du monde professionnel, tu vois, et faire des rencontres comme on est en train de faire, tu vois. Parler pendant 1 h 30 avec des personnes comme toi, aspirantes, qui ont des parcours différents. Et c'est vrai que les juniors entreprises, c'est un super mouvement. Et on a l'habitude de dire en junior entreprise qu'on est les talents de demain aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est un truc hyper important pour nous, tu vois. C'est pour ça que parler des problématiques de chacun et mettre en avant des profils comme le tien, c'est hyper important. Ouais, mais c'est aussi important pour moi de vous identifier dans ce milieu-là et de savoir que les écoles de commerce, elles ne rigolent pas, que les juniors entreprises, surtout la vôtre, ne rigolent pas, qui gagnent les trophées 2 fois affilés. Franchement, j'ai beaucoup de respect et j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites et ce que vous êtes, parce que très sincèrement, je vous trouve très très fort. Franchement, très très fort. Là, tu vois, mon fils, il grandit, et c'est sûr et certain, je vais le foutre dans une junior entreprise. Oh non, mais c'est clair, j'ai trop envie, quoi. Franchement, vous êtes de super profils, très sincèrement. Je suis ce que vous êtes aujourd'hui, en réalité, hein. Franchement, on est au même niveau de réflexion, en fait. D'accord. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui, c'est le niveau de réflexion. Ouais. C'est celui-ci qui prime, en fait, et c'est ce qu'on apprend à l'école, en réalité, quoi. On apprend à réfléchir, à raisonner, à expliquer les choses. Et très sincèrement, vous le faites brillamment, dès maintenant, quoi. Vous n'êtes même pas encore sorti d'école, que vous savez le faire brillamment. Moi, je ne savais pas faire ça. Franchement, quand je suis sorti d'école, je ne savais pas faire ça. J'ai appris sur le tas, moi, en réalité. Ok. Là, on arrive vers la fin de l'interview. Il reste 2 questions. La première, c'est est-ce que tu peux dire à la caméra et aux personnes qui nous regardent quelque chose qui te tient à cœur pour leur donner un petit peu de la force et se dire vas-y, il faut avoir de l'impact. Ouais. Souvent, quand on a de l'impact, on dérange.
Et quand on dérange, notre entourage nous dira que c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est une bonne idée. Mais très sincèrement, quand on le vit, on ne se dit pas que c'est une bonne idée. Peut-être dans la nuit, quand on se réveille, on se dit « Waouh, ça dérange, donc c'est une bonne idée ». Mais en réalité, quand on le vit, ce n'est pas une bonne chose. Donc ça, moi, je ne suis pas celui qui va continuer à dire que c'est une bonne chose de déranger en réalité, quoi. Mais il faut savoir se souvenir de pourquoi on le fait. Et ce pourquoi on le fait permet de continuer et d'aller jusqu'au bout de ces choses. Et il faut laisser le monde faire de son initiative un échec ou une réussite. Mais dans tous les cas, il faut rester aligné avec ce qu'on est et aller au bout des trucs. Et pour finir, est-ce que je te laisse en fait choisir notre prochain invité sur les prochaines émissions des Voltigeurs. Tu nous donnes un nom et on le contacte pour lui proposer de faire l'interview. Un critère? Un critère inspirant comme toi. Je vais essayer de te trouver quelqu'un, mais là, ça va me demander un temps de réflexion. Quelqu'un qui est entrepreneur ou pas, qui a fait pas mal de choses, qui a donné beaucoup de lui et qui a été oublié. Bon, j'aime bien mettre en lumière des personnalités oubliées, j'ai envie de dire, des personnes qui n'ont pas eu de chance. J'ai essayé de te trouver quelqu'un sur la sphère entrepreneuriale. Qui est-ce qui a été oublié? Qui est-ce qui a été oublié? Il faudrait que je te trouve un jeune. Hein. Ça, en général, c'est le genre de question où j'ai toujours besoin de temps parce que c'est pas important pour la personne en elle-même de venir faire l'interview, mais c'est ultra important pour moi, dans ma suite, d'être sûr d'avoir fait le bon choix. Et c'est comme une forme de reconnaissance que j'ai envie de donner à cette personne-là. Après, si tu veux, si c'est compliqué de choisir une personne, Ouais. on peut en choisir 2 ou 3. Non, je t'en choisirai qu'une. Qu'une? Okay. Ouais. Là, je suis en train de refaire toute ma vie entrepreneuriale. Là. Je suis en train de refaire toute ma vie entrepreneuriale et de me dire non, je ne vais pas y arriver. Il faut que je réfléchisse là. Faut que tu réfléchisses? Ouais. Bon, dans ce cas-là. Tu le mettras en texte à la fin de l'interview là. Je mettrai la personne et j'identifierai en bas. Ouais. Et je te donnerai la raison. Babacar, merci. C'était top. J'ai passé 1h30 avec toi. J'ai appris à te connaître, ton entreprise. Je vous invite tous à aller voir quand même les bons buffets pour manger local, être aussi sensible à l'environnement et des bons produits. Je vais suivre Babacar sur LinkedIn et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez pu ressentir sur la vidéo et à suivre le parcours de son entreprise, de Babacar et aussi d'Escadrille. Merci Babacar. Merci à toi Théo, merci pour cette invitation aussi. Très sincèrement, c'est quelque chose dont je me souviendrai. Ouais. Bonne continuation à Escadrille, bonne continuation à toi aussi. Et je serai toujours le fiable que tu as pu entendre aujourd'hui là, dans tous tes besoins pour toi et même pour la junior entreprise. Super, merci.